Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. La trêve internationale est terminée. En revanche, elle fut révélatrice au niveau du classement FIFA pour certaines nations, dont la Côte d'Ivoire, qui paye cash ses 2 matchs nuls concédés, 1 but partout, le 14 octobre et le 17 octobre dernier, face respectivement au Maroc et à l'Afrique du Sud. Ça fait débat ici dans l'heure des tchatcheurs. Voici donc le sujet. Sorti du top 50 au classement FIFA d'octobre 2023, doit-on s'inquiéter pour le groupe de Jean-Louis Gasset? Martial Gourou et Mathieu Blé sont là. C'est à vous, messieurs. Salut Magat. Oui, bonjour Magat. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment allez-vous? Assez bien. Ben, tout va bien de mon côté. Martial Gourou, elle est belle, votre veste. Oh, merci. Je fais la promotion de la Côte d'Ivoire. C'est un pagne africain, un pagne fait made Afrique. Donc, je crois que la CAN, c'est pour bientôt. Donc, il faut vendre l'Afrique. D'accord, c'est bien noté. Le sondage aussi également sera de la partie, comme depuis le début de cette nouvelle saison, autour de la question sortie du top 50 au classement FIFA d'octobre 2023. Doit-on s'inquiéter pour le groupe de Jean-Louis Gasset? Vous aurez donc le résultat d'ici la fin de cette émission. Nous n'avons pas oublié le téléphone. Pour ce faire, il faudra donc composer le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, car nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre depuis la Belgique, depuis la France, depuis les États-Unis, même aux Philippines. Voilà. Donc, veuillez donc ajouter le préfixe 00225. Messieurs, plusieurs sélections africaines, à l'instar des autres sélections du monde, étaient donc de retour sur les pelouses à l'occasion de la trêve internationale de ce mois d'octobre. Et ces sorties ont laissé des fortunes diverses. Nous allons en parler. Comment avez-vous trouvé le niveau général des nations africaines qui étaient donc qui étaient présentes lors de cette trêve internationale du mois d'octobre? Martial Gourou. Je pense que chaque nation africaine a eu quand même un destin différent des autres. Il y a certaines nations qui ont gagné, par contre, d'autres ont perdu. Donc, je crois qu'on a quelques semaines, à quelques mois du début de la CAN 2024. Non, la CAN 2023, pardon, mais qui aura lieu en 2024. C'est pas faux aussi, hein? Donc, chaque nation se prépare pour ce rendez-vous. Donc, je crois que ces rencontres-là servent de test aux différentes équipes. Véritable test grandeur nature pour les différentes nations qualifiées pour la CAN 2024. On parle de niveau général de ces matchs amicaux, par exemple au Sénégal, Cameroun, ou le Mali qui allait s'imposer face à l'Arabie Saoudite 3-1 également, des matchs comme ça. Voilà, ça permet à ces équipes-là de juger un peu le niveau de leur effectif avant donc la CAN. Absolument. Et il faut dire que les différentes équipes ont eu des différentes fortunes, mais ce qui est pour moi le premier fait caractéristique et à noter, c'est la stabilité au niveau du haut du tableau africain, puisque des nations comme le Maroc et le Sénégal ont consolidé leur certitude. Et par exemple, le Mali a gagné en confiance. Le Nigeria également s'est mis en confiance, malheureusement au contraire de la Côte d'Ivoire, qui est resté un temps soit peu stable, pour ne pas dire... Vous dites malheureusement, on dirait que la Côte d'Ivoire a perdu même par des scores... Non, quand je dis malheureusement, de toute façon, quand on va jouer une rencontre de football, c'est pour gagner et consolider sa confiance. Ça, on le sait, oui. Je ne crois pas que lorsqu'on recevait, on va dire, le Maroc et l'Afrique du Sud, c'était pour faire des nuls. Je pense que vous aurez posé la question au commun des Ivoiriens. Il aurait dit, moi je veux la victoire, beaucoup auraient parié la victoire. Donc quand on dit malheureusement, il y a des raisons, puisqu'on jouait chez nous, on prépare la CAN, on aurait voulu que cette équipe ivoirienne montre beaucoup plus un visage reluisant. Donc c'est pourquoi je dis malheureusement, donc c'est justifié. Cela dit, comme on dit, les matchs amicaux, ça reste des matchs amicaux, mais des faits indicateurs également. Donc, à chacun de tirer les leçons et puis pour mieux orienter sa préparation future. Voilà un peu ce que parlant du haut du tableau, je ne partage pas tellement son avis, parce que là, on a vu l'équipe de Tunisie qui est numéro 3 au classement africain, qui a été battue par le Japon 2-0. Et cette même Tunisie a été littéralement écrasée par la Corée du Sud. Carrément giflée, hein, 4-0, voilà, donc oui. je pense que au niveau du haut du tableau, une équipe comme la Tunisie ne se porte pas assez bien lors de ces matchs amicaux que nous avons vus. Contrairement à la Côte d'Ivoire où on a fait des matchs nuls, c'est ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Magat, quand je dis au niveau du tableau, tout est resté stable. Oui. Le Maroc est le premier Africain resté en place. Le Sénégal est le deuxième est resté en place. Oui.
la Tunisie, qui était 3e malgré les défaites, est restée en place. Vous comprenez? Donc, à la limite, si ça bouge un tout petit peu, c'est du côté des Fennecs d'Alger qui font quand même un bon qualitatif. Parce que malgré la défaite, ça n'a pas véritablement déboulonné la position tunisienne. C'est ce que j'entendais dire en disant qu'il y a une certaine stabilité qui s'est dégagée au niveau donc, de la sommité africaine. Et je pense que les preuves sont là. Et exactement, parlons-en. Hein, des nations comme l'Algérie, vous le disiez en l'instant, mon cher Mathieu Blé, qui a atomisé l'équipe capverdienne par un score de 5-1. Le Nigeria également, qui a gagné son match face au Mozambique 3-2, qui avait aussi entre-temps fait un bon match nul, 2 buts partout face à l'Arabie Saoudite. Le Mali également, qui s'est imposé 3-1 face à l'Arabie Saoudite. Et vous le disiez, effectivement, l'Algérie a gagné 3,4 points. Voilà. Lors de cette fenêtre internationale de ce mois d'octobre. Donc là, c'est clairement, hein, on voit que voilà, les équipes sont bien prêtes avant la CAN en Côte d'Ivoire. Mais vous avez parlé du Nigeria. Oui. Et je crois que c'est vrai que le Nigeria fait un match nul 2-2 face à l'Arabie Saoudite et bat le Mozambique 3-2. C'est vrai. Et c'est ce que je disais sur ce plateau. Je dis le Nigeria est une équipe déséquilibrée, avec de grands attaquants qui marquent un nombre incalculable de buts. Et là, ça se justifie. Mais à quel niveau c'est déséquilibré, mon cher je vous donne. Je m'explique. Le Nigeria marque 5 buts sur 2 rencontres. D'accord. Mais en même temps, ce grand Nigeria-là encaisse 4 buts en 2 rencontres. Donc, vous voyez que ça annule les forces dans cette équipe. Donc, je crois que ce Nigeria devrait réellement revoir sa défense parce qu'on ne gagne pas une CAN en marquant uniquement des buts. Parce qu'il faut revoir du côté de la défense. Effectivement, vous l'avez dit ici que le point fort du Nigeria, c'était l'attaque. Mais l'attaque a répondu présente parce qu'elle a marqué bien sûr, mais et la défense. Ben voilà. Parce qu'il peut arriver au cours des matchs que la réussite ne soit pas au rendez-vous. Mais lorsque vous prenez autant de buts, c'est inquiétant pour une nation qui veut vraiment gagner la CAN ici en Côte d'Ivoire. Mais n'empêche que le Nigeria, l'Algérie, le Mali et autres sont les bons élèves hein, de cette trêve internationale, mon cher Mathieu. Bien évidemment, on peut tout me raconter, mais ce que le Nigeria a quand même fait une victoire et un nul. Et même si on devait faire une comptabilité au goal différentiel, ça leur ferait plus 1. Donc, il y a quand même, ils ont confirmé, avec tout le potentiel qu'ils ont en attaque, que même l'attaque peut faire la différence. Et les Fennecs, comme on l'a dit, les Fennecs ont fait une très bonne montée. Donc, c'est de nature à consolider la confiance et à donner beaucoup plus d'ardeur à leur prochain regroupement. Donc, c'est des signaux intéressants pour ces équipes. Au contraire de celles qui sont, par exemple, restées statiques, qui ont fait du surplace. Là-dessus, nous sommes d'avis. Hein. Martial Gros, c'est qu'il faut savoir aussi également, par exemple, le Real Madrid, avec son président Florentino Pérez, qui a toujours pris des attaquants pour marquer pas mal de buts, parce que oui, il sait très bien que pour gagner une rencontre, pour gagner donc des coupes, il faut une attaque très forte. Et même le club aussi le dit également, même Marcelo Bielsa, qui dit par exemple, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Donc là-dessus, clairement, même si le Nigeria encaisse 4 buts, ils ont quand même une équipe mieux équilibrée, qui marque un but et qui n'encaisse pas. Par contre, une équipe qui marque 3 buts, qui en prend 2, je crois que ça pose problème. C'est pas équilibré, ça c'est assez clair. Là-dessus, on est d'accord, mais finalement, la balance n'est pas aussi mauvaise que ça. Non, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est pas parfaitement bien. D'accord, on parlait donc des bons élèves, hein, l'Algérie, le Mali, le Nigeria. Que dire de la Côte d'Ivoire qui a concédé 2 matchs nuls? Alors la question, est-ce des matchs nuls avec des regrets ou on était à notre place? Non, il n'y a pas de regret. Vous savez, la Côte d'Ivoire, depuis 1 an, est dans une logique de préparation de la compétition. Donc, dans ce genre de situation, ce qu'il faut retenir, il ne faut pas s'attarder sur les scores. Même quand on se prépare pour une compétition, il ne faut pas gagner les matchs amicaux? Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas gagner les matchs amicaux. Si la Côte d'Ivoire avait gagné, je pense que ce serait un plus. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas gagné parce qu'il y a eu de l'adversité en face. Mais je dis que pour ce genre de match, la chose la plus importante, c'est le contenu. Quel contenu la Côte d'Ivoire proposait face au Maroc, face à l'Afrique du Sud? Et ils sont unanimes, les Ivoiriens, à dire que depuis que Jean-Louis Gasset est là, c'est pendant ces 2 rencontres que la Côte d'Ivoire a produit son meilleur jeu. Unanime? Oui, je dis, la majorité des Ivoiriens sont unanimes là-dessus. Pour le contenu proposé. Et ça donne de l'espoir. Donc je crois qu'il n'y a pas à être désespéré.
on a vu de bonnes choses, on a vu un contenu, et je crois que cela suscite de l'espoir. C'est aussi votre avis également. Il dit que les Ivoiriens sont unanimes, que la Côte d'Ivoire a très bien joué, a tellement bien joué donc, lors de cette fenêtre du mois d'octobre, que oui, les Ivoiriens sont unanimes. Et vous, quel est votre avis là-dessus? Je m'interroge bien sûr donc le type d'échantillonnage qu'il a bien mis sur pied pour aller faire sa prétendue enquête, à l'issue de laquelle cette unanimité que je lui conseille se dégage. Cela dit, votre question était de savoir s'il y avait des regrets. Moi, je ne parlerai pas de regrets, je parlerai plutôt d'inquiétude. Je parlerai plutôt nous y reviendrons au niveau des inquiétudes. Voilà, parce que... Mais des regrets au vu de la physionomie des deux rencontres. Oui, des regrets parce que c'était des matchs que nos adversaires nous avaient offerts, notamment contre le Maroc où on a eu des occasions de but qu'on ne peut pas... qui sont quand même énormes, qui étaient plus que des buts, mais qu'on a eu le miracle de ne pas mettre au fond. Face à l'Afrique du Sud, on a oublié de tenir compte du fait que nos rencontres avec les Bafana sont des rencontres qui ne sont pas gagnées d'avance. Donc on est parti comme en balade, on s'est fait surprendre fort heureusement qu'on a réussi à faire la différence. Il y a quelques minutes de cela, à l'instant même, il n'y a même pas longtemps, hein, Mathieu Bleu, vous disiez que le Maroc est resté à sa place. Donc vous savez très bien que le Maroc est un gros cadeau africain, surtout première nation africaine. Donc il fait un match nul également. Non, peut-être que c'est pas mauvais en soi. Je vais peut-être vous surprendre. C'est vrai que le Maroc a fait un très bon parcours à la Coupe du Monde, demi-finaliste. C'est vrai que le Maroc nous a battus, s'il y a bon moment, en 2017 et en 2019. Mais après ces deux rencontres, quand on fait l'historique des rencontres Côte d'Ivoire-Maroc, le Maroc n'est pas un mythe pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous informer qu'en 1986, avec la génération des Aziz Bouderba, des Méry Krimo, des Timouni, des Badou Zaki, qui ont été la première génération à franchir les 8e de finale d'une Coupe du Monde, nous les avons battus en Égypte lors du match de classement par un score de 3-2. La même formation, on l'a battue, on a failli même la battre à Rabat en 87 lors des éliminatoires des JO avec ces mêmes... Mais là, vous repartez à Matousalem, monsieur Magat. C'est ce que je voulais dire. Le Maroc n'est pas un mythe pour la Côte d'Ivoire. Et au regard des joueurs qu'on a, nous devons logiquement gagner le Maroc. C'est pourquoi j'ai été surpris, mais désagréablement par le discours du coach qui disait aux joueurs d'avoir la tête haute après avoir fait un nul face au Maroc sur nos propres installations. Je crois qu'il a oublié et il a ignoré l'historique des rencontres Côte d'Ivoire-Maroc. Je pense que quand on veut faire des comparaisons, c'est vrai, l'historique, ça existe. C'est des matchs qui se sont joués. Mais je pense que quand on parle à 30 ans, 20 ans en arrière, on parle aujourd'hui de ce qui est effectif. Que vaut aujourd'hui le Maroc ces dernières années et que vaut la Côte d'Ivoire ces dernières années? Il faut avoir l'honnêteté de dire que ce Maroc-là, on l'a vu au Mondial, qui a hissé l'Afrique pour la première fois de son histoire à une place de demi-finaliste de Coupe du Monde. Et ce Maroc occupe... Et ça, on ne peut pas l'oublier. Oui, le Maroc occupe la première place au niveau du classement FIFA Zone Afrique. Donc je crois que c'est des faits qui sont récents et la Côte d'Ivoire est sortie en 8e de finale lors de la dernière CAN. Donc, quand on prend l'un, on met l'un dans l'autre, c'est qu'ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui ne croyaient pas un seul instant que cette Côte d'Ivoire aurait pu malmener, dominer, maîtriser le ballon face au Maroc. Donc, je crois qu'il y a quand même une avancée dans le travail qui est fait en équipe de Côte d'Ivoire. Ouais, une avancée hein, avec seulement 2 buts inscrits en 2 matchs, malgré des occasions incalculables. On va avancer, messieurs. Donc, dans tout ça, hein, c'est pas du moins rassurant. Hein. On peut dire que nous avons payé cash, effectivement, notre incapacité à gagner ces 2 matchs amicaux face au Maroc et face à l'Afrique du Sud. Et conséquence, la Côte d'Ivoire ne fait plus partie du top 50 mondial. Ce qui nous amène à notre sujet du jour, sortie du top 50 au classement FIFA d'octobre 2023. Doit-on s'inquiéter pour le groupe de Jean-Louis Gasset? Vous avez la question et vous avez la réponse sans doute. Non, tout à fait, M. Magat. Vous savez, il faut savoir comment se passe le classement FIFA. Et si on sait comment se passe le classement FIFA, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. La Côte d'Ivoire et la plupart des sélections africaines ont joué des matchs amicaux. Oui, ça, on vient d'en parler. Pendant ce temps, en Europe, en Amérique du Sud, les autres nations ont joué des matchs officiels, d'éliminatoires de l'Euro 2024 et de la Coupe du Monde 2026. Oui. Et pour préciser encore plus, c'est qu'au niveau du classement, les différents matchs ont des importances. Quand vous jouez un match amical, ça n'a pas la même importance qu'un match qui se joue d'éliminatoire de Coupe du Monde ou de Euro. Ça, c'est assez clair, parce qu'il y a des notes qui sont données. Donc, la Côte d'Ivoire perd 2 places parce qu'il y a des pays comme le Venezuela, écoutez-moi, hein, qui était aux éliminatoires du Mondial 2026,
qui a joué face au Chili, qui a battu le Chili 3-0, qui a fait 1-1 face au Brésil et qui a battu le Paraguay. Donc ce Venezuela est devenu 49e africain. La Slovaquie, qui était aussi aux éliminatoires de l'Euro 2024, a été battue par le Portugal 3-2. La Slovaquie a battu le Luxembourg 1-0. Et donc, ce pays se met à la 50e place. La Grèce, qui est 51e au classement mondial, a joué face aux Pays-Bas, battu par les Pays-Bas, la Grèce a battu l'Irlande, et cette Grèce a battu Gibraltar 5-0. Donc l'un mis dans l'autre, ce qui fait qu'au niveau mondial, ces pays de l'Amérique du Sud et de l'Europe ont avancé. Donc naturellement, la Côte d'Ivoire qui joue un match amical, qui n'est pas très coté, recule. Donc voilà l'explication simple et Vous avez donné des explications, mon cher Marcel Gorou, mais avec ces explications-là, vous faites Harari complètement. Non, mais pourquoi? Parce que Venezuela a gagné, la Grèce a gagné, et tout ça. Mais nous, on n'a pas gagné. Peut-être si on avait gagné, sans doute, peut-être qu'on aurait dû avoir 2 ou 3 points de plus. Surtout, il faut rappeler qu'on a perdu 1,28 points au niveau de ce classement. Mathieu Blé, il a donné des exemples au niveau donc, des nations qui ont joué en Amérique du Sud et en Europe. Qu'en dites-vous? De toute façon, le classement FIFA ne se fait pas par la qualité de sa démarche. C'est en jouant au football qu'on fait le classement FIFA. Mais ce qu'il dit, c'est pas mal en soi aussi également. Au-delà donc des tentatives d'explication technique, oui. La réalité est que nous avons joué 2 matchs, nous avons fait 2 matchs nuls, nous avons dégringolé. C'est ça qui est le constat. C'est ça, oui. Maintenant, à savoir pourquoi je suis inquiet, oui. À la limite même, pourquoi même certains Ivoiriens devraient pleurer, quand je fais par exemple, en 2006, la Côte d'Ivoire était classée 18e mondial, 3e en Afrique. En 2009, 36e mondial, 4e en Afrique. De 2012 à janvier 2013, nous avons été 10e mondial, devant des pays comme l'Uruguay, le Mexique, la France, le Brésil, et premier africain. On tombe en 2023, on est 52e, 9e africain. Et des gens, ils sont les bras croisés, ils pensent que tout se passe bien. Tout ne se passe pas bien. Et quand je dis que je suis inquiet parce que quand on se réfère à la petite illustration que je viens de faire, on se pose la question de savoir quel est aujourd'hui le plan stratégique du développement du football ivoirien. Parce que Magat... C'est pas la question du jour, mon cher Mathieu Blé. C'est pas la question. Maintenant, pour revenir, c'est moi qui ai la parole, je vous en prie. Et donc, pour revenir donc à la sélection dont il est question, oui. Je dois d'abord affirmer, avant de dire les raisons de cette sélection, qu'elle-même, elle est une victime collatérale de ce manque de vision. Cela dit, comme on veut nous mettre dans un débat strictement sur la sélection, pour revenir à cette sélection, je pense qu'on en a parlé la fois passée. On avait parlé de l'attaque, mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est une sélection qui n'est pas prête, selon les dires du coach. Qui n'est pas prête à quel niveau? Au lendemain. Qui n'est pas prête à quel niveau? Au lendemain du match Côte d'Ivoire-Lesotho, oui. Lors de la conférence de presse d'après-match, oui. Le coach a dit, je cite, il est encore à la recherche de son équipe. Donc quand on le dit, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, ça veut dire qu'on n'a pas d'équipe. C'est pas moi. On est en septembre en ce moment, entre-temps. Septembre, octobre, il y a combien de mois de différence? Et moi, c'est suffisant aussi également pour bref, maintenant je n'ai pas fini. Terminons. À côté de ça, le premier constat qui se dégage quand on regarde nos sélections, ce n'est pas un bloc équipe. Aucune équipe ne peut prétendre gagner un titre de l'envergure de la CAN sans être un bloc équipe. Ça veut dire que le jeu d'ensemble n'est pas huilé, les automatismes font défaut, la complicité n'est pas de mise. On a une équipe qui marque peu. Ce n'est pas en marquant peu, en étant stérile en attaque, qu'on remporte un trophée continental. On vient de nous livrer une défense expérimentale contre laquelle je n'ai pas grand-chose à dire. Mais cette défense expérimentale mériterait encore d'être testée. Parce que quand on sera aux prises avec des attaquants vicieux et dangereux comme les Osimhen provocateurs, c'est là, c'est à l'issue d'une telle rencontre que je me permettrai de donner un avis sur cette paire centrale qui problématise son épingle de jeu. Vous avez touché du doigt, mon cher Mathieu Blé. Vous n'allez pas longtemps monopoliser la parole, mon cher Mathieu Blé. Une identité de jeu. Gardez le reste de vos arguments. Voilà, gardez le reste de vos arguments, oui. Je ne crois pas que cette équipe du Nigeria, avec Osimhen, soit un degré au-dessus de celle... Les solutions objectives, on n'est pas l'église. Écoutez, vous n'avez plus la parole, Mathieu Blé. Il crée le désordre sur ce plateau. C'est vrai, je comprends que... Bon, écoute, je dis que cette équipe du Nigeria avec Osimhen n'est pas au-dessus de l'équipe du Maroc qui a titillé les grandes nations de football au monde. Oui. Et vous savez, vous connaissez les résultats du Maroc lors de la Coupe du Monde. Donc, ce que je veux dire, il est allé sur le passé des classements FIFA. Il a même dit, si bien dit, qu'en 2013, la Côte d'Ivoire était 10e nation mondiale. Mais en 2010, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné? J'avais la question pour lui, on a gagné quoi comme trophée? Et c'est lorsque cette Côte d'Ivoire a dégringolé au niveau du classement FIFA
qu'elle allait gagner la CAN en 2015. Donc, ce que moi je veux retenir, vous savez, c'est vrai, on a ce classement-là qui existe, mais ça ne donne pas fondamentalement la qualité du jeu qui a été produit par la Côte d'Ivoire lors de cette fenêtre FIFA. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Magat, le groupe ivoire était très fort quand il possédait le ballon au pied. Ça, on l'a vu face au Maroc et à l'Afrique du Sud. Il y a eu beaucoup de centres. Et ça, c'est quelque chose d'un plus. Il y a eu des combinaisons au niveau du milieu vers les ailes vers la défense, etc. Et on a été heureux de constater de la verticalité dans le jeu des orange, blanc, vert. Jouer de l'avant avec de longs ballons vers les attaquants. Et ça, je crois que c'est un plus. C'est ce qu'on demande à une nation. On est en pleine préparation. Le fond de jeu demeure. Je crois qu'il y a quelques réglages à faire, surtout au niveau de la défense centrale, je vais le dire. C'est qu'il y a une couverture qui n'est pas trop assurée au niveau des côtés. Vous comprenez? Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment essayer de régler. Mais pour l'ensemble, qu'est-ce qu'on retient? En dehors même de la perte des deux places. Je vous repose la question. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? On a vu une très belle équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Produit un football de qualité. Et l'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, dit carrément, la Côte d'Ivoire méritait amplement la victoire. Les éléphants ont mis les ingrédients et nous ont poussés dans nos retranchements. Et l'entraîneur de l'Afrique du Sud, il y avait de bonnes équipes sur le terrain. Ça veut dire que les adversaires reconnaissent la qualité du football produit par la Côte d'Ivoire. Sauf M. Blé qui ne l'a pas vu. Monsieur Mathieu Blé, vous avez donc écouté le discours magistral de notre ami Martial Gourou. La question que j'ai pour vous, vous avez suivi le même match ou pas? On a exactement suivi le même match. Et je suis heureux parce que tout à l'heure, dès l'entame de notre émission, j'ai dit que j'étais choqué par le discours de notre coach. Parce que quand bien que le Maroc ait été demi-finaliste, ce Maroc que j'ai vu est une formation que les nôtres pouvaient battre. C'est ce que Walid Regragui confirme, là où il crie au scandale, parce que le Maroc était demi-finaliste. Donc il faut qu'il sache ce qu'il dit et il faut où il parte. Cela dit, cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, quand nous disons qu'elle nous inquiète, ce n'est pas parce que le potentiel n'est pas là. Le potentiel est là. Mais comme je le disais... Vous parlez au niveau du rendement maintenant? Au niveau du rendement, au niveau de l'agencement. D'abord, on n'a pas une identité collective. C'est-à-dire, quand tu vois aujourd'hui les éléphants de Côte d'Ivoire jouer, par exemple, quand on voit une équipe de City ou même les équipes, par exemple, de notre ami Deserbi, on sent tous, on connaît l'identité. Brighton. On connaît l'identité. Il était à Sassuolo, celui qui a révélé notre Jérémy Boga et aujourd'hui à Dengra. On connaît l'identité. Mais ce n'est pas le cas. Et l'entraîneur, il est là depuis 1 an, 5 mois. On n'a aucune identité de jeu. Dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un créateur. Parce que ce que les gens oublient, c'est un relayeur, box-to-box, qui apporte de l'explosivité. Mais quand on sera en difficulté, quand vous rappelez le match Côte d'Ivoire, les autos-Côte d'Ivoire, où on fait un nul, mais c'est quand un gars comme Boga est rentré, dans les petits espaces, il avait commencé à créer des brèches. Donc, il n'y a pas de complémentarité. Mathieu Bleu, il n'y a pas de complémentarité. Ce n'est pas un bloc équipe. Et cette équipe n'est pas rassurante parce que pour remporter la CAN, il faut marquer des buts. Et aussi, il faut être capable de conserver un score. Malheureusement, à l'issue de cette fenêtre FIFA, je n'ai pas vu de certitude sur ces deux facteurs. D'accord, là, il parlait du rendement hein, au niveau donc, de ces deux matchs amicaux. C'est ce que je voulais dire. Je vais vous donner la question tout à l'heure. Calmez-vous, Massiago. Vous aurez la question. Alors, sur ça, comme il le dit effectivement, c'est que Fofana n'est pas un milieu créateur, mais juste un milieu relayeur, mais qui joue bien son rôle. Mais le problème, c'est que la CAN se gagne à des détails près. Lorsque vous dominez, autre jugement, cette formation du Maroc de la tête aux pieds, aux épaules, vous devez quand même être en mesure d'inscrire au moins 3 à 4 buts en première période. Je voulais parler de l'animation. En fin de match. Oui, je voulais parler de l'animation du jeu de la Côte d'Ivoire face au Maroc et face à l'Afrique du Sud. Il parlait tout à l'heure du milieu du terrain. Vous savez, lorsque la Côte d'Ivoire est en phase défensive, il y a 2 bloqueurs qui descendent. Parce que quand c'est la phase offensive, il y a Ibrahim Sangaré qui joue la sentinelle. Mais lorsque l'adversaire vient vers la Côte d'Ivoire, il y a monsieur... comment il s'appelle? Vous parlez de Franck Kessié? Franck Kessié, oui, merci. Franck Kessié qui vient en ajout. Maintenant, lorsque monsieur Kessié sort, on fait entrer Traoré Ahmed Junior, qui joue maintenant en tant que numéro 10. Et qui est aussi explosif. Oui, Seko Fofana, le relayeur, descend d'un cran. Et M. Traoré Ahmed se met en numéro 10. Donc, c'est ce qu'on a vu au cours des matchs. Et pour terminer, je voudrais dire à M. Blé que l'équipe de Côte d'Ivoire, depuis que Gassier est là, est en train de faire des tests. On n'a pas encore véritablement joué avec l'équipe, sauf
Maintenant, sur les 2 derniers matchs, où l'entraîneur a aligné... Là, c'est inquiétant, mon cher Marcel Goro, parce que là, vous dites qu'on joue avec l'équipe qui passe à 2 matchs, non, pas. Oui, l'entraîneur a aligné la même équipe qui a joué contre l'Afrique du Sud et le Maroc face à l'Afrique du Sud. À une exception près. Parce que, oui, à une exception près. À la part de moi, donc, c'est pour dire que, depuis lors, vous avez vu, il a utilisé plus d'une quarantaine de joueurs. Alors que les autres adversaires qui sont venus, c'est des adversaires qui jouent avec leur équipe type. La preuve, le Maroc, c'est l'équipe qui a joué le mondial qui était pratiquement à l'exception de 3 joueurs. Maintenant, quand on prend l'Afrique du Sud, c'est une équipe constituée de joueurs évoluant au plan local, des joueurs de Mamelodi Sundowns, des joueurs qui se connaissent en championnat, qui ont l'habitude de jouer ensemble, et face à une équipe de Côte d'Ivoire où il y a des changements qui se font pratiquement. Donc, je vais dire qu'il y a du travail qui a été fait. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas s'inquiéter. On a vu sur les 2 derniers matchs qu'il y avait du contenu, il y avait de la qualité. Ce qu'il manque, c'est les transitions entre le milieu et l'attaque. C'est tout. Sinon, dans les combinaisons, je crois qu'il y a du travail qui a été fait. Dans la verticalité, il y a du travail qui a été fait. On a vu une équipe rayonnante de Côte d'Ivoire face au Maroc et l'Afrique du Sud. Mathieu Blé, la question que j'ai pour vous aussi également, lors de cette fenêtre de ce mois d'octobre, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui est passée complètement à côté de cette fenêtre. Comme je le disais tantôt, on a perdu seulement que 1,28 points. Là où, par exemple, le Cameroun en a perdu 8 et la Tunisie en a perdu 9. Donc, il n'y a pas de quoi trop s'alarmer. Déjà, je voudrais dire que l'intérêt que j'ai pour la sélection ivoirienne n'est pas le même intérêt que j'ai pour cette sélection. Ça, nous savons, oui, mais bien sûr. Vous savez très bien qu'on peut aussi... Mais c'est le football, c'est pratique. S'il vous plaît, Mathieu Blé. S'il vous plaît, Marcel Goro. C'est une réalité. Marcel Goro, s'il vous plaît. Enfin, ce n'est pas en faisant du bruit que... Non, non, s'il vous plaît, vous allez respecter votre contradicteur, Mathieu Blé. Il a assez vu, je pense qu'il va s'améliorer. L'autre question que j'ai pour vous... Allez-y. C'est fort, effectivement, de la prestation des autres nations qu'on se juge. D'accord? Absolument. On peut aussi se comparer aussi aux autres nations africaines. Absolument, c'est vrai, mais je voudrais dire que comparaison n'est pas raison. Oui. Et ce que je veux dire, quand la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un joueur de la trempe de Haller, parce que Haller, l'année passée, malgré ce qu'il a subi, c'est 11 buts en 32 matchs. Quand il était à l'Ajax d'Amsterdam, c'est 43 buts en 58 matchs. Où est-ce que vous voulez en venir? Je viens. Avec 11 buts en Ligue des Champions à l'issue de 8 matchs. Je veux dire, c'est un buteur patenté. Donc, quand on a la chance d'avoir un tel canonnier, logiquement, l'attaque ne doit pas être comme ce qu'elle est aujourd'hui. Cela montre qu'il y a des problèmes. Et tout à l'heure, il a dit, il y a un problème de complémentarité, il n'y a pas de lien entre certains compartiments. Et même en attaque, on ne joue pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de complicité, c'est fait à dessein. Je donnerai un exemple, par exemple. Lors d'un certain match Côte d'Ivoire-Maroc, Abdoulaye Traoré talonne et Thierry Joël Mac. Et dans une émission célèbre de la RTI, on demande à Joël Thierry, attendez-vous à une telle passe de la part de Traoré Abdoulaye? Il dit, connaissant Abdoulaye Traoré, connaissant ce qu'il fait lors des entraînements, quand tu joues avec lui, il faut être prêt à tout moment. Ça montre simplement que les mecs se connaissent, ils savent la complicité, mais ce n'est pas ce que nous voyons pour le moment. On ne parle pas d'un manque de potentiel, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bloc équipe. On a les ingrédients, mais on n'a pas à faire un bon menu, c'est bien cela? Exactement. Et par exemple, au niveau de l'attaque, aujourd'hui, avec l'avènement de Seko, je pense, peut-être que ça va s'améliorer, mais on a la chance d'avoir un créateur de jeu en la personne d'un garçon comme Jérémy Boga, qui peut beaucoup aider. Donc, tout ceci, il faut mettre le doigt sur cela. Il ne faut pas, aujourd'hui, regarder ces prestations qu'on a fait face au Maroc et puis regarder quelques centres pour dire. Parce que quand on voit les occasions de but qu'on a vendagées, il y a une certaine naïveté dans cette équipe. Et l'entraîneur, je pense, contrairement à nous, il est assez réaliste et conscient pour savoir qu'il y a beaucoup de travail. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ce qu'on peut dire également, tout n'est pas à jeter. Lorsqu'on voit ce but inscrit face au Maroc, sortie des balles rapides dans les transitions, c'est que Fofana et pour Joe Bamba pour Sébastien Haller. C'est pas jeter, c'est exactement ce qu'on aimerait voir. C'est pourquoi. Et là même l'appel de Haller sur le but face au Maroc a enseigné dans les écoles de football. C'est parce que c'est un appel de qualité. En fait, ce que je voudrais dire à M. Blé, que quand on veut juger une nation, il faut la juger à partir de d'où elle est partie, sous-gâchée, et maintenant, à quel niveau elle se situe. Parce que si on ne fait pas cette comparaison, on risque de se perdre. Monsieur Blé, quand Gassé prenait cette équipe, vous étiez nombreux dans ce pays à dire qu'il n'y avait pas de fond de jeu. Mais pour ce qu'on a vu lors de la fenêtre FIFA du mois d'octobre... Il y a eu du fond de jeu? Oui, il y a quand même un fond de jeu. Il y a eu de la créativité. Il y a eu des combinaisons. Mais ça, c'est important. Le jeu allait vers l'avant. Oui, avec Seko Fofana. Le jeu allait vers l'avant. Donc, c'est pour dire qu'il y a du travail qui a été fait.
On sait qu'il reste 2 mois. Tout n'est pas parfait, parce que la perfection n'existe pas dans ce monde. Donc, on va améliorer pendant la fenêtre FIFA du mois de novembre qui approche, améliorer certains détails, et puis bon, on verra bien ce que ça va donner. Et puis bon, ça va dérouler, on espère bien. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. C'est le moment pour vous, chers amis téléspectateurs, de prendre part à ce débat autour de la question du jour, sortie du top 50 au classement FIFA d'octobre 2023. Doit-on s'inquiéter pour le groupe de Jean-Louis Gasset? Mon cher Mathieu Blé, comme vous aimez bien retracer l'histoire, la Côte d'Ivoire a perdu, me semble-t-il, quasiment ces matchs amicaux hein, en 92 et on a gagné la CAN, c'est bien cela? Oui, bien sûr. En fait, ce que je voulais dire, vous savez, entre des matchs de préparation et des matchs de compétition officielle, le contexte et la motivation ne sont pas les mêmes. La Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, lors des éliminatoires de la CAN qu'elle va organiser, la Côte d'Ivoire, en tant que pays organisateur, est qualifiée d'office. Donc, les matchs qu'elle disputait, c'était des matchs d'entraînement. Ce sont les autres qui étaient dans la poule de la Côte d'Ivoire qui se battaient pour avoir une place qualificative. Donc, là, M. Gasset est en train de faire du travail. Il faut reconnaître qu'il y a une amélioration dans la production des garçons et cela est encourageant à 2 mois. Là où je suis pas d'avis avec vous, Martial Gorou, ce n'est pas parce que nous sommes à des périodes tests, des matchs amicaux, qu'on ne doit pas gagner des matchs, qu'on ne doit pas mettre le sur pour gagner des matchs. Je n'ai pas dit cela. Mais vous n'arrêtez pas de dire que oui, nous sommes en préparation, c'est à la CAN qu'on attend les. C'est une réalité. Oui, mais bon, il faut la Côte d'Ivoire sera jugée, oui. Le commando sera prêt pour la CAN. Pour l'instant, on met les ingrédients pour constituer ce commando-là. Il y a des réglages qui se font. Et il a même dit, M. Gasset, que je veux encore voir quelques joueurs à l'essai, dont Jérémy Bogal, dont il a parlé, certainement sera vu. Donc je crois que c'est à partir de là qu'on va réellement mettre en place ce commando et qui sera prêt pour la CAN. Mais avant la CAN, je ne crois pas qu'on puisse dire que le travail qui est fait est nul. Non, pas du tout. Il y a du travail qui a été fait et je crois que Jean-Louis Gasset est sur la bonne voie. Allez, direction Boaké, mon cher Mathieu Blé, vous aurez la parole tout à l'heure. Retrouvez notre premier intervenant. Monsieur, je n'ai pas eu le temps de bien noter votre nom. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît? C'est monsieur Amouy Jean-Yves. Jean-Philippe? Jean-Yves. Jean-Yves, autant pour moi. Hein. Oui, c'est ça. Alors, salut à vous et bienvenue. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Toute la question du jour, sortie du top 50 au classement FIFA d'octobre 2023. Doit-on s'inquiéter pour le groupe de Jean-Louis Gasset? Effectivement, on doit s'inquiéter parce que, bon, on perd 2 places, on va dire. Et ce que je voulais noter, c'est que présentement, j'ai l'impression que certains observateurs ou bien consultants n'ont pas conscience que le match face au Maroc, là, le Maroc ne s'est pas donné. Le Maroc en particulier, là, ils ont des matchs quand ils jouent avec les Européens, ils se donnent. Mais en Afrique, quand c'est pas une compétition officielle, le Maroc ne fournit pas un bon football. Donc on ne peut pas se baser sur ce match-là pour dire que la Côte d'Ivoire a dominé le Maroc, a été demi-finaliste au mondial. Mais je vous dis que le Maroc, les faits sont têtus, hein. On a fait match nul. C'est ce qu'on retient aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on retient. Mais je veux dire qu'on parle qu'on a dominé, on a fourni un beau football, comme dit M. Martial Gourou. Oui. Je suis dépassé. D'accord. Vous prenez le cas du Japon comme ça, même si c'est des matchs amicaux. Le Japon la question, a gagné tous ces matchs. Non, je prends des exemples pour dire qu'on doit s'inquiéter. Parce qu'il n'y a pas d'identité réelle de jeu. Voilà, je vois qu'il y a des joueurs même qu'on n'a jamais testés, bon, qu'on ne donne pas l'occasion de jouer comme les Adingra. On veut forcément jouer avec un attaquant comme Haller qui n'est pas en forme. On peut changer le système de jeu. Donc il y a lieu de s'inquiéter, même dans le milieu. Il y a des joueurs qui sont lourds. Tout à l'heure, on se plaignait que des gens liés, comment il s'appelle, Kessé. Mais ça se fait partout lorsque le joueur ne se donne pas, on donne l'impression que... Jean-Yves, ce n'est pas la question du jour, hein. Vous sortez carrément à côté de notre sujet. Je donne un peu un avis, quoi. Ben voilà, là-dessus, on a compris. Merci Jean-Yves. Voilà. Donc on doit s'inquiéter, Merci beaucoup. Qui nous appelle donc de la ville de Boaké. Un message à tous ceux qui nous appellent actuellement. On n'interpelle pas un consultant en plateau, s'il vous plaît. D'accord? Autant ils donnent leurs différents avis ici en plateau aussi également. Vous êtes libre de donner vos avis sans invectiver, sans interpeller un consultant en plateau. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Mathieu Blé, je reviens à vous tout à l'heure. Oui, si l'histoire, vous qui aimez tant retracer l'historique des confrontations des éléphants du Côte d'Ivoire avant les grands événements, en 92, me semble-t-il, hein, on avait perdu pas mal de matchs amicaux, on s'inquiétait d'ailleurs et tout ça.
Mais la Côte d'Ivoire arrive à gagner, à remporter la CAN en déjà, 92. Et en 2015 également, l'équipe d'Hervé Renard n'était pas aussi au point, a perdu quelques matchs quand même de manière lamentable. Mais finalement, on a gagné la CAN en 2015. Donc oui, l'un dans l'autre aussi également, on peut être un peu mesuré dans les propos, de sorte qu'on ne soit pas aussi inquiet que ça. Non, le problème, il y a des explications. En 92, on a fait une préparation chaotique au Portugal avec des équipes de seconde zone que nous malmenaient. Oui. Ça continue via San Pedro. Mais arrivé au Sénégal, parce que la rivalité à SEC Africa était au summum, et Beugriago, qui est un de vos consultants, vous le confirmera, les joueurs sous l'impulsion du capitaine Gagui Seli se sont réunis. Ils se sont dit les 4 vérités à leur hôtel. Ils ont dit on défend les couleurs de notre pays, tuons tout ça. Ils sont devenus un bloc équipe. On a vu le résultat. Ça, c'est une histoire de Sénégal 92. Donc voilà un peu ce qui expliquait... C'est ce qu'on doit faire? Non. Chaque chose, je suppose que l'équipe actuelle ne peut pas faire un bloc équipe. Il ne peut pas se dire, on a un rendez-vous important, battons-nous. Vous savez que c'est seulement au Sénégal que ça se passe. Vous savez que j'ai la d'accord, messieurs, voilà. Je coupe tout le monde déjà. Direction d'Aloa, retrouver un autre appelant, monsieur Dozaï. Salut à vous et bienvenue. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Salut, monsieur Dozaï. Comment allez-vous à Daloa? Oui, ça va. Alors, la question du jour, sortie du top 50 au classement FIFA d'octobre, doit-on s'inquiéter pour le groupe de Jean-Luc Gasset? Oui, en effet, je soutiens qu'il faut s'inquiéter vraiment pour... Monsieur Dozaï? Oui, bonjour, ça va? Oui, alors, s'il vous plaît, vous pouvez donc vous éloigner un peu de votre poste récepteur ou même couper la voix, hein, enfin, le son. Oui. Je disais comme tantôt que avec ce genre de résultats, oui, il faudrait vraiment s'inquiéter. Il faudrait vraiment s'inquiéter pour le groupe ivoirien. À quel niveau? Parce que lorsque nous voyons le rendement des matchs amicaux, les matchs amicaux sont ceux par lesquels nous allons, comment dirais-je, juger maintenant la CAN de notre pays. D'accord. Et si nous avons pour habitude de multiplier des matchs nuls, vraiment, ce résultat n'est pas satisfaisant. Alors, il y a lieu de faire des améliorations dans le travail de notre entraîneur afin de pouvoir espérer gagner la CAN. Effectivement. Merci beaucoup à vous, monsieur Dozaï, qui nous appelait de la ville de Daloa. Ce qu'il semble dire, notre ami Dozaï, effectivement, parce que le fait de concéder des nuls, mon cher Martial Gourou, ça, il a également, à un moment donné, dans le groupe, ça arrive de trottiner dans les têtes pour dire, bon, oui, on a quelques matchs qu'on pouvait gagner, qu'on n'arrive pas à gagner. Et si ce genre de situation se répète à la CAN, effectivement, à un moment donné, ça risque de patiner un peu, un tant soit peu. À vous comprendre, le Cameroun qui a perdu ces 2 matchs amicaux ne devrait même pas venir à la CAN à Abidjan. Ah oui? Et l'Arabie Saoudite qui a fait match nul face au Nigeria, donc ça doit inquiéter le Nigeria. Et le Cap-Vert qui a pris 5 buts devant l'Algérie ne devrait même pas prendre l'avion pour arriver à Abidjan. Le Japon qui a battu la Tunisie, donc cette Tunisie-là devrait rester à la maison. Donc je vais dire que, messieurs, soyez un peu plus sérieux. Oui. Nous sommes en pleine préparation d'une compétition et je crois que les préparations des matchs permettent de régler certains détails pour que l'équipe soit prête le jour J. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire. Quand on prend un jeune gardien, on avait un problème de gardien de but. Aujourd'hui, depuis que Yaya est arrivé, c'est vrai qu'il a pris 2 buts lors de la fenêtre FIBA, mais on sent qu'il a la confiance de l'entraîneur et puis il a une prestation satisfaisante. Et selon Big Soccer, il a obtenu 6,1 sur 10 face au Maroc et il a obtenu 6,4 devant l'Afrique du Sud. Et je crois que ça, c'est encourageant. Quand on prend la défense centrale, mais vous prenez Evan Ndika et Ousmane Diomandé, mais écoutez, mais c'est une paire qui rassure. Donc pour résumer, il y a une complémentarité qui s'installe. Pour résumer avec vous, on a un bloc équipe. Contrairement à ce que pense Mathieu Blizégas. On a une équipe équilibrée. D'accord. Il reste quelques combinaisons à parfaire, surtout la transition. Et je crois qu'on aura une équipe prête pour gagner la CAN à domicile. Mathieu Blé, je serai à vous tout à l'heure. Ceci étant dit, direction Cocody retrouvé. Monsieur Kwasi Bertin, c'est là vous et bienvenue. Bonjour Magat. Salut Monsieur Kwasi, comment allez-vous? Je vais bien. Alors la question du jour, sortie du top 50 au classement FIFA du mois d'octobre, doit-on s'inquiéter pour le groupe de Jean-Luc Gasset? Effectivement, on doit s'inquiéter pour le groupe. Parce que vous voyez, M. Bagat, oui. Si vous avez un élève qui est en cas d'examen, oui. Au classement, peut-être au premier trimestre, il a au moins 12 de moyenne. D'accord.
Et puis au second trimestre, il a 10 de moyenne. Il faut s'inquiéter pour l'élève. Comparaison n'est pas raison. Oui. Les 2 matchs nuls, on devait les gagner. D'accord. Avec des occasions nettes de buts qu'on a eues, on pouvait au moins marquer des buts. Donc il faut s'inquiéter. Supposons au cours de la CAN, ce n'est pas avec les matchs nuls qu'on va gagner, on va gagner la coupe. Ça, c'est vrai. Il faut des victoires. Les matchs nuls n'arrangent pas. Quand on a des occasions de but, il faut les mettre au fond. Mais quand les attaquants n'arrivent pas à marquer les buts, il faut s'inquiéter. D'accord. C'est ça. C'est pas le match nul où vous voyez, on dégogonne. De 50, on vient à 52. C'est pas un bon signe. Effectivement. C'est pas un bon signe. Effectivement. Donc, on a le droit de s'inquiéter. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Kwasi Bertin, qui nous appelait de la commune de Cocody. Il met les pieds dans le plat, mon cher Mathieu Blé. Effectivement, à l'arrivée de notre ami Gassé en avril 2022, on était classé 52e. Ensuite, après, avec le travail qu'il a eu à abattre à la tête de la sélection ivoirienne, on est passé à la 47e place à une époque. 50e place, et cette fois-ci, on revient à la 52e place. Donc, on fait sur place. Comme dit l'adage, celui qui n'avance pas recule. C'est le statu quo. Donc, ça se passe du commentaire. Donc, j'ai entendu ici qu'on dit que l'équipe de Côte d'Ivoire n'a aucun projet de jeu. On n'a pas d'identité. Il m'a dit qu'il faut attendre la CAN pour juger. Donc voilà, mais pendant la CAN, on jugera la prestation. Mais pour le moment, ce que nous jugeons, c'est ce que nous avons vu. Et nous jugeons l'équipe que nous avons vu jouer. Maintenant, vous avez posé votre question relativement donc, aux matchs amicaux qu'on perdait, on gagnait. J'ai donné un détail fondamental pour Sénégal 92. Par contre, pour 2015, quand on a la débâcle au Cameroun lors des matchs éliminatoires, que fait M. Hervé Renard? Notre goal titulaire qui est Kopa Barry, avant de le sélectionner pour la CAN, il appelle. Il lui dit, oh, regarde ce que j'ai vu, j'ai pris l'engagement de mettre M. Bogo Sylvain comme numéro 1. Avec tout le respect que je vous dois, je vous informe que vous serez mon numéro 2. Je préfère vous en parler parce que vous avez un passé. Si vous l'acceptez, vous venez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Kopa Barry a fait profil bas, il est venu. L'histoire l'a élevé. Tel est un grand professionnel. Voilà, tel un grand professionnel et l'histoire l'a élevé. Donc voilà les réajustements qu'a opéré M. Renard. Pour le moment, je ne vois pas de réajustement. Ou bien quand j'en vois, c'est des réajustements qui sont tristes. Mais il le disait à l'instant, Badra était le gardien numéro 1 des éléphants du Côte d'Ivoire. Maintenant, on a Yaya. Badra était longtemps le numéro 1. Et ça, c'est pas sous Jean-Louis Gassé, sous ses prédécesseurs. Mais Gassé vient, il a relégué Badra. Il a mis Folie, ensuite il met Yaya. Terminons là-dessus rapidement, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des réajustements qui sont faits. Et monsieur ces réajustements confirment que c'est pas encore trouvé une équipe. D'accord, monsieur, avançons. Monsieur Allain qui ne marquait pas de but. Oui, avançons très rapidement. 2 matchs a marqué. Successifs, marque sur 2 matchs. D'accord, alors la question, s'il vous plaît, on a plus assez de temps, Marcel Gourou. On n'a plus assez de temps, messieurs. On aura le temps, lors d'une autre émission également, de revenir sur certains aspects concernant les éléphants de Côte d'Ivoire. L'autre question, la Côte d'Ivoire peut-elle retrouver rapidement le top 50 ? Bon, ça, c'est moi seul qui parle, puisque pour lui, tout est parfait, donc il ne devrait plus parler. Évidemment. Allez-y. Il y a moyen Vous avez 3 minutes qui restent. Il y a moyen pour la Côte d'Ivoire de retrouver le top 50. Retrouver le top 50 voudrait dire repositionner d'abord en sélection, n'appeler que les joueurs qui pètent la forme. On a aussi besoin des joueurs expérimentés et il faut opérer des bons agencements et surtout, il faut soigner le coaching. Parce que le coaching du coach... Il vous reste 5 secondes, Mathieu Blé, pour terminer là-dessus rapidement. Face au Maroc, on a été victime des remplacements du coach qui ont suscité l'égalisation. Donc, à ce niveau, il doit aussi travailler et être assez vigilant, surtout professionnel et à propos lors de ces remplacements. D'accord, merci Mathieu Blé. Je voulais dire que nous ne sommes pas dans une tribune de passé unique, nous sommes dans une émission de débat. Il y a un oui, il y a un non. Répondez à la question, c'est la contradiction. Non, je voulais préciser ça déjà. Je vais dire que, je l'ai répété en début, deux choses. Je dis quand on joue les matchs qui sont liés aux éliminatoires de la Coupe du Monde ou bien de la CAN, ces matchs-là sont importants, sont bien notés. Et la Côte d'Ivoire, en novembre prochain... Oui, mais je vais répondre. Je suis en train de répondre. Rapidement. Oui, la Côte d'Ivoire va jouer 2 matchs importants pour les éliminatoires du Mondial 2026 face aux Seychelles et à la Gambie. Donc, je crois que si on gagne ces matchs, naturellement, la Côte d'Ivoire va faire un bond au classement FIFA. OK, pour vous, il n'y a pas de feu à la demeure, comme annoncé en début d'émission. C'est l'heure pour le résultat du sondage autour de la question sortie du top 50 au classement FIFA d'octobre 2023. Doit-on s'inquiéter pour le groupe de Jean-Louis Gassé? Vous avez répondu oui
à 76%, non pour 24%. Donc oui, la plupart des Ivoiriens sont vraiment inquiets, mon cher Martial Gourou. Allez, c'est l'heure pour aller pour les 30 secondes au Japon. Vous avez la parole, Mathieu Blé. Ben, je me réjouis de ce que les Ivoiriens ont confondu le sondage de M. Gourou à 60% en disant qu'ils sont inquiets. Je l'ai exprimé, c'est ma position. Mais je pense qu'on a encore l'opportunité de redresser la barre. Redresser la barre suppose qu'aujourd'hui, un créateur doublé d'un excellent ailier, Boga fasse son retour en sélection. Je pense que M. Eric Bailly est un garçon, si ces problèmes de blessures sont résolus, peut toujours apporter beaucoup à cette sélection. Donc, au coach d'opérer des choix appropriés, d'être assez objectif dans cette sélection. Voilà, le gong a retenti, vous n'avez plus la parole. Allons-y, 30 secondes, Marcel. Je pense qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet. D'être inquiet, pardon. Oui. Parce que le classement FIFA s'est fait, et je l'ai expliqué, par rapport à des pays qui ont joué des éliminatoires en Amérique et en Europe, et ces éliminatoires sont mieux cotés que les matchs amicaux livrés en Afrique. Donc la Côte d'Ivoire, avec le travail qui est fait, avec ce qu'on a vu, la grande progression au niveau du fond du jeu, du contenu, donc à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Monsieur Gassi est en train de faire du bon boulot. Monsieur Gassi est en train de faire du bon boulot. Voilà, donc vos arguments additionnels sont enregistrés. Et c'est l'heure de vous inviter sur la page Facebook de la 3 nous dit entre Martial Gourou et Mathieu Blé, qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à vous, Mathieu Blé. Un grand merci à toutes les équipes techniques autour de la réalisatrice, la talentueuse Chimène Yoboué. Sans oublier, bien sûr, tous ceux qui ont participé à la reçue de cette émission. Sans oublier notre rédacteur en chef, Guy Saskadio. D'ici là, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Merci.